Le 28 janvier 814, Charlemagne rend son dernier souffle dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Son empire s'étend de l'Atlantique aux rives du Danube, unifiant l'Europe occidentale sous une seule couronne pour la première fois depuis la chute de Rome. Cet empire titanesque, fruit de 46 années de conquêtes incessantes, tombe entre les mains d'un seul homme, Louis, son fils unique survivant, que l'histoire retiendra sous le nom de Louis le Pieux. À 36 ans, le nouveau souverain possède déjà 20 ans d'expérience en tant que roi d'Aquitaine. Il a prouvé sa valeur militaire contre les Sarrasins et sa capacité administrative dans ce royaume turbulent du sud-ouest de l'Empire. Pourtant, dès les premiers mois de son règne, Louis commet une série d'erreurs qui vont progressivement ronger les fondations mêmes de l'œuvre paternelle. La première de ces erreurs survient immédiatement après le couronnement. Louis décide de purger la cour de tous les conseillers et favoris de son père. Ces hommes, qui ont servi Charlemagne pendant des décennies et connaissent les rouages complexes de l'administration impériale, se retrouvent brutalement écartés du pouvoir. Cette épuration massive prive le nouvel empereur d'une expérience administrative irremplaçable au moment précis où il en a le plus besoin. Parallèlement, Louis entreprend une réforme morale de la cour. Scandalisé par les mœurs relâchées qui régnaient sous Charlemagne, il chasse toutes les femmes du palais, y compris ses propres sœurs, qu'il force à entrer au couvent. Cette décision, motivée par un rigorisme religieux excessif, lui aliène une partie de l'aristocratie franque, habituée aux fastes et aux plaisirs de la cour carolingienne. En juillet 817, 3 ans seulement après son accession au trône, Louis prend la décision qui va sceller le destin de l'Empire carolingien. Par l'Ordinatio Imperii, il organise sa succession de manière révolutionnaire. Contrairement à la tradition franque qui prévoyait le partage équitable entre tous les héritiers mâles, Louis désigne son fils aîné Lothaire comme seul héritier de la dignité impériale et lui confère immédiatement le titre de co-empereur. Cette décision bouleverse l'équilibre traditionnel du royaume franc. En juillet 817, par l'Ordinatio Imperii, il s'associe, comme corrégent de l'Empire, Lothaire, son fils aîné, et le désigne comme son héritier. Ses 2 autres fils, Pépin et Louis le Germanique, ne reçoivent que des royaumes subordonnés, l'Aquitaine pour Pépin, la Bavière pour Louis. Mais ces royaumes restent formellement inclus dans l'Empire et leurs détenteurs doivent rendre hommage chaque année à leurs frères aînés. Les conséquences de cette innovation constitutionnelle se révèlent immédiates. Bernard, roi d'Italie et neveu de Louis le Pieux, comprend qu'il va perdre son indépendance de fait pour tomber sous la tutelle de son cousin Lothaire. Dès 817, il lève l'étendard de la révolte, rassemblant autour de lui les grands d'Italie et plusieurs évêques. La rébellion de Bernard révèle la première faille majeure de l'Ordinatio. En concentrant tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, Louis a créé un système qui pousse naturellement les autres membres de la famille impériale à la révolte. Louis réagit avec une brutalité qui contraste avec sa réputation de piété. Il marche sur l'Italie à la tête d'une armée, écrase rapidement la rébellion et capture Bernard. Le sort qu'il réserve à son neveu choque toute la chrétienté. Bernard est condamné à avoir les yeux crevés. Cette mutilation, particulièrement cruelle dans une société qui accorde une importance capitale à l'intégrité physique des rois, provoque la mort du jeune homme quelques jours plus tard. Ce premier bain de sang familial marque un tournant dans le règne de Louis le Pieux. L'empereur, rongé par les remords, effectue une pénitence publique en 822 qui affaiblit considérablement son prestige. Un souverain qui reconnaît publiquement ses fautes et s'humilie devant ses sujets perd nécessairement une part de son aura sacrée. En 819, 2 ans après la mort de sa première épouse Ermengarde, Louis épouse Judith, une jeune noble de la famille des Welf. Cette union, apparemment anodine, va déclencher la catastrophe finale de l'Empire carolingien. Judith n'est pas seulement belle et intelligente, elle possède également une ambition politique redoutable et une volonté de fer qui vont bouleverser tous les équilibres établis par l'Ordinatio Imperii. Le 13 juin 823, Judith donne naissance à un fils, Charles, que l'histoire appellera plus tard Charles le Chauve. Cette naissance change radicalement la donne politique. L'Ordinatio Imperii n'avait prévu la succession que pour les 3 fils issus du premier mariage de Louis. L'existence de Charles pose un problème constitutionnel majeur. Que faire de ce nouveau prince qui n'entre dans aucune des catégories prévues par l'acte de succession? Judith ne tarde pas à réclamer un royaume pour son fils.
Elle multiplie les pressions sur son époux, utilisant tous les moyens à sa disposition pour l'influencer. Elle s'entoure d'un parti de nobles qui voit dans l'ascension de Charles une opportunité d'accéder aux plus hautes charges de l'État. Cette faction, menée par le comte Bernard de Septimanie, devient rapidement un État dans l'État, sapant l'autorité des fils issus du premier lit. Louis le Pieux, vieillissant et de plus en plus dominé par sa seconde épouse, cède progressivement à ses exigences. En 829, il prend une décision qui met le feu aux poudres. Il attribue à Charles, alors âgé de 6 ans seulement, un vaste apanage comprenant l'Alémanie, la Rhétie, l'Alsace et une partie de la Bourgogne. Ces territoires sont prélevés sur les royaumes de ses 3 fils aînés, qui voient leurs domaines amputés au profit de leurs demi-frères. La réaction des 3 fils aînés ne se fait pas attendre. Lothaire, qui se considère comme l'héritier légitime de l'Empire entier, refuse catégoriquement cette redistribution territoriale qui remet en question sa position privilégiée. Pépin d'Aquitaine et Louis le Germanique, constatant que leurs propres royaumes sont menacés par les ambitions de leur belle-mère, décident de soutenir leur frère aîné. En 830 éclate la première guerre civile carolingienne. Les 3 frères lèvent leur bannière contre leur père et marchent sur Aix-la-Chapelle. Leur propagande est habile. Ils prétendent ne pas s'attaquer à l'empereur lui-même, mais vouloir le libérer de l'influence néfaste de Judith et de ses conseillers. Cette présentation des faits leur permet de rallier une partie de l'épiscopat et de l'aristocratie, inquiets de voir l'empire déchiré par les intrigues d'une femme. Louis le Pieux, pris de court par cette rébellion de ses propres fils, tente d'abord la négociation. Il accepte d'éloigner Judith, qu'il fait interner dans un monastère, et renvoie Bernard de Septimanie. Mais ces concessions arrivent trop tard. Ses fils exigent maintenant l'annulation pure et simple des dispositions favorables à Charles le Chauve. L'empereur refuse cette exigence ultime et la guerre reprend de plus belle. Les armées s'affrontent dans plusieurs batailles indécises qui ravagent les campagnes et affaiblissent l'Empire face aux menaces extérieures. Les Vikings, profitant de ces troubles, multiplient leurs raids sur les côtes franques, tandis que les Sarrasins d'Espagne reprennent l'offensive en Septimanie. Louis parvient finalement à retourner la situation grâce à l'appui de quelques fidèles, mais la réconciliation avec ses fils reste fragile. La première guerre civile s'achève par un compromis boiteux qui ne satisfait personne et ne fait que reporter l'affrontement décisif. L'accalmie ne dure que 3 ans. En 833, les tensions familiales atteignent un point de non-retour. Louis le Pieux, toujours sous l'influence de Judith, revenu de son exil monastique, redistribue une nouvelle fois les territoires au profit de Charles le Chauve. Cette fois, il va plus loin en destituant purement et simplement Pépin de son royaume d'Aquitaine pour le donner à son Benjamin. La réaction des 3 frères est foudroyante. Lothaire et Pépin lèvent une armée à laquelle se rallie Louis le Germanique. Les 3 frères cherchent alors le soutien du pape Grégoire IV, auquel ils demandent d'intervenir pour restaurer l'unité de l'Empire et pour rétablir l'entente dans la famille impériale. Cette fois, ils disposent d'un atout majeur, le soutien officiel du pape Grégoire IV, qu'ils ont convaincu de venir en Gaule pour restaurer la paix dans la famille impériale. Louis le Pieux se retrouve dans une position intenable. Comment lutter contre ses propres fils soutenus par le représentant du Christ sur terre? Il lève néanmoins une armée et marche à leur rencontre. Les 2 forces se font face près de Colmar, dans une plaine qui restera dans l'histoire sous le nom de Champ du mensonge. Ce qui se passe alors constitue l'un des épisodes les plus humiliants de l'histoire impériale. Au Champ du mensonge, au sud de Colmar, l'empereur fut abandonné par ses guerriers et se rendit lui-même à ses fils le 30 juin 833. Sans même qu'une bataille soit livrée, l'armée de Louis le Pieux fond comme neige au soleil. Les nobles et les évêques qui l'accompagnaient passent massivement dans le camp de ses fils, laissant l'empereur pratiquement seul au milieu du champ de bataille. Cette défection générale révèle l'ampleur de l'impopularité de Louis le Pieux et de sa politique. L'aristocratie franque, lassée de ces querelles familiales incessantes qui affaiblissent l'Empire, choisit de soutenir Lothaire dans l'espoir de restaurer enfin la stabilité. L'empereur, abandonné de tous, n'a d'autre choix que de se rendre à ses fils. La suite des événements dépasse en humiliation tout ce qu'un souverain carolingien avait jamais subi. Abandonné par son armée, Louis le Pieux est fait prisonnier près de Colmar, obligé d'abdiquer et contraint à une humiliante pénitence au monastère Saint-Médard de Soissons.
Lothaire, devenu maître de l'Empire, organise une véritable mascarade judiciaire pour légitimer la déposition de son père. Au monastère de Saint-Médard de Soissons, Louis le Pieux est contraint à une pénitence publique d'une cruauté psychologique raffinée. Revêtu d'un habit de pénitent, il doit confesser publiquement ses fautes devant une assemblée d'évêques et reconnaître qu'il s'est rendu indigne de la fonction impériale. Cette cérémonie, qui rappelle les plus sombres épisodes de l'histoire byzantine, brise définitivement le prestige de la fonction impériale en Occident. Judith subit un sort à peine moins cruel. Accusée d'adultère avec Bernard de Septimanie, elle est rasée et enfermée dans un couvent. Charles le Chauve, alors âgé de 10 ans, est confié à des tuteurs choisis par Lothaire. L'Empire semble définitivement pacifié sous l'autorité du fils aîné de Louis le Pieux. Mais cette victoire apparente de Lothaire contient en germe sa propre destruction. En s'emparant de tous les pouvoirs, le nouvel empereur se retrouve seul face aux ambitions de ses deux frères. Pépin et Louis le Germanique réalisent rapidement que Lothaire ne compte pas respecter les promesses qu'il leur a faites pour obtenir leur soutien contre leur père. Ils comprennent qu'ils ont simplement échangé la tutelle paternelle contre la domination fraternelle. En 834, moins d'un an après sa déposition, Louis le Pieux opère un retour spectaculaire sur la scène politique. Ses deux fils cadets, Pépin et Louis le Germanique, conscients d'avoir été dupés par Lothaire, retournent leur veste et libèrent leur père. Cette volte-face révèle la fragilité des alliances dans l'Empire carolingien finissant et l'impossibilité de trouver un équilibre stable entre les différentes ambitions familiales. Détrôné au profit de Lothaire, il est rétabli en 835. Louis le Pieux retrouve son trône, mais il n'est plus que l'ombre du souverain qu'il était autrefois. Son prestige, déjà ébranlé par l'affaire Bernard d'Italie, ne se remet jamais de l'humiliation du champ du mensonge. Un empereur qui a été publiquement déposé par ses propres fils et contraint à une pénitence humiliante ne peut plus inspirer le même respect qu'auparavant. Cette restauration ne ramène pas la paix dans l'Empire. Au contraire, elle inaugure une période de guerre civile endémique qui va durer jusqu'à la mort de Louis le Pieux en 840. Lothaire, privé du pouvoir qu'il croyait définitivement acquis, ne renonce pas à ses ambitions et continue de comploter contre son père. Les autres fils, méfiants les uns envers les autres, passent leur temps à négocier des alliances temporaires qui se défont au gré des circonstances. Cette instabilité permanente a des conséquences catastrophiques sur l'administration de l'Empire. Les comtes et les évêques, ne sachant plus à quel saint se vouer, adoptent des positions attentistes qui paralysent la machine gouvernementale. Les ordres contradictoires se succèdent au rythme des réconciliations et des brouilles familiales, rendant impossible toute politique cohérente. Les dernières années du règne de Louis le Pieux se déroulent dans une atmosphère de fin de règne pathétique. L'empereur, vieilli prématurément par ses épreuves répétées, tente désespérément de préserver l'unité de son empire tout en satisfaisant les ambitions rivales de ses fils. Cette quadrature du cercle l'amène à multiplier les partages et les remaniements territoriaux qui achèvent de désorganiser l'administration impériale. En 838, la mort de Pépin d'Aquitaine semble offrir une dernière chance de réconciliation familiale. Mais cette disparition ne fait qu'aviver les tensions. Pépin laisse un fils, Pépin II, qui revendique l'héritage paternel. Louis le Pieux refuse de reconnaître ce petit-fils qu'il juge trop jeune et redistribue l'Aquitaine entre Lothaire et Charles le Chauve. Cette décision déclenche une nouvelle révolte, menée cette fois par Pépin II avec le soutien des nobles aquitains. Louis le Germanique, qui n'a rien reçu dans ce nouveau partage, entre également en rébellion. L'Empire se trouve donc divisé en 4 camps hostiles. L'empereur et Charles le Chauve d'un côté, Lothaire de l'autre, Louis le Germanique au 3e et Pépin II d'Aquitaine au 4e. Cette fragmentation extrême rend impossible toute gouvernance efficace. En 839, Louis le Pieux tente un ultime effort de réconciliation en procédant au partage de Worms. 839 donation de Worms qui partage l'empire de Louis Ier, le Pieux entre Lothaire Ier et Charles le Chauve. Il partage son empire entre Lothaire et Charles le Chauve, espérant que cette solution radicale mettra fin aux querelles. Mais ce partage exclut totalement Louis le Germanique, qui refuse naturellement de l'accepter et entre en guerre ouverte contre son père. C'est au cours d'une expédition menée contre lui que Louis le Pieux tombe malade et meurt, près de Mayence, le 20 juin 840. L'empereur s'éteint en campagne
encore en armes contre son propre fils, image tragique d'un règne qui aura été dominé par les guerres familiales. Sa mort, loin d'apporter la paix tant espérée, déclenche immédiatement la guerre de succession la plus destructrice de l'histoire carolingienne. Lothaire, fort de sa position de co-empereur et de sa présence en Italie, tente d'imposer sa domination sur l'ensemble de l'héritage paternel. Il invoque l'Ordinatio Imperii de 817, ce texte maudit qui avait déjà causé tant de troubles, pour revendiquer la suprématie sur tous ses frères. Mais Charles le Chauve et Louis le Germanique, désormais alliés par la nécessité, refusent catégoriquement cette prétention. La guerre qui s'engage alors dépasse en intensité et en cruauté tout ce que l'Empire avait connu jusqu'alors. Les trois frères lèvent des armées considérables et s'affrontent dans des batailles rangées qui font des milliers de morts. La plus terrible de ces batailles a lieu à Fontenoy en Puisaye le 25 juin 841. Lothaire perd la guerre lors de la bataille de Fontenoy en Puisaye l'année suivante. Cette bataille, d'une violence inouïe, décime la fleur de l'aristocratie franque et affaiblit durablement la capacité militaire de l'Empire. Les conséquences de Fontenoy dépassent largement le cadre militaire. Cette bataille fratricide, où des milliers de Francs s'entretuent pour des querelles dynastiques, brise définitivement l'unité morale de l'Empire carolingien. Comment les sujets pourraient-ils encore croire en la légitimité d'une dynastie qui n'hésite pas à verser le sang pour des questions de partage territorial? Le 14 février 842 se déroule à Strasbourg une cérémonie qui marque symboliquement la fin de l'Empire carolingien. Charles le Chauve et Louis le Germanique y prononcent solennellement le serment qui porte le nom de cette ville, jurant de maintenir leur alliance contre Lothaire jusqu'à la victoire finale. Mais ce serment revêt une portée qui dépasse largement la simple alliance militaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'Empire, les serments ne sont pas prononcés en latin, la langue officielle de l'administration carolingienne, mais dans les langues vernaculaires. Charles jure en germanique pour être compris des soldats de Louis, et Louis jure en roman pour être compris des soldats de Charles. Cette révolution linguistique traduit une réalité politique nouvelle. L'empire unifié de Charlemagne a éclaté en entités distinctes qui développent déjà leurs propres caractéristiques culturelles et linguistiques. L'Est germanique et l'Ouest roman suivent désormais des évolutions séparées qui ne feront que s'accentuer avec le temps. Le 10 août 843, après des mois de négociations laborieuses, les trois frères signent le traité de Verdun qui met officiellement fin à l'Empire carolingien. Ce traité partage définitivement l'héritage de Charlemagne en trois royaumes distincts et indépendants. Lothaire conserve le titre d'empereur, mais cette dignité n'est plus que symbolique. Il reçoit la Francie médiane, une bande territoriale étroite qui s'étend de la mer du Nord à l'Italie en passant par la vallée du Rhône. Ce royaume artificiel, sans unité géographique ni culturelle, est condamné à la fragmentation. Charles le Chauve obtient la Francie occidentale, qui correspond grosso modo à la France actuelle. Louis le Germanique reçoit la Francie orientale, ancêtre du Saint-Empire romain germanique. Ces deux royaumes, contrairement à celui de Lothaire, possèdent une certaine cohérence territoriale qui leur permettra de survivre et de prospérer. Le traité de Verdun ne se contente pas de diviser l'Empire, il détruit également l'idée même d'empire unifié en Occident. Désormais, l'Europe sera durablement divisée entre plusieurs entités politiques rivales, situation qui perdurera jusqu'à nos jours. Comment un empire si puissant, si bien organisé, a-t-il pu s'effondrer en moins de 30 ans? L'analyse des événements révèle que Louis le Pieux porte une responsabilité écrasante dans cette débâcle historique. Ces erreurs, d'abord ponctuelles, se sont progressivement cumulées pour créer une spirale destructrice impossible à arrêter. La première erreur de Louis le Pieux réside dans sa conception même du pouvoir impérial. Contrairement à son père Charlemagne, qui avait toujours maintenu un équilibre subtil entre tradition franque et innovation politique, Louis a voulu révolutionner complètement le système successoral carolingien. L'Ordinatio Imperii de 817 représente une rupture brutale avec des siècles de tradition germanique qui voulaient que tous les fils héritent équitablement de leur père. Cette innovation constitutionnelle, inspirée par un idéal d'unité impériale louable en théorie, s'est révélée catastrophique en pratique.
En créant une hiérarchie artificielle entre ses fils, Louis a instauré un système qui poussait naturellement les cadets à la révolte. Comment accepter d'être subordonnés à leurs frères aînés quand la tradition ancestrale leur garantissait l'égalité? La seconde erreur majeure de Louis le Pieux concerne sa gestion des relations familiales. Dominé par sa seconde épouse Judith, il n'a jamais su résister à ses pressions pour favoriser Charles le Chauve au détriment de ses fils aînés. Cette faiblesse caractérielle, qui contraste singulièrement avec la fermeté de Charlemagne, a créé un déséquilibre permanent au sein de la famille impériale. Les remaniements territoriaux incessants, motivés par les exigences de Judith, ont sapé toute confiance entre le père et ses fils. Comment des princes pouvaient-ils administrer efficacement des royaumes dont les frontières changeaient au gré des caprices familiaux? Cette instabilité juridique permanente a paralysé l'administration impériale et découragé les élites locales de s'investir dans le système carolingien. La troisième erreur de Louis le Pieux réside dans sa conception erronée de la légitimité politique. Persuadé que sa piété personnelle et son statut d'élu de Dieu suffisaient à asseoir son autorité, il a négligé l'aspect consensuel du pouvoir carolingien. Charlemagne avait toujours pris soin de ménager l'aristocratie franque et de maintenir un équilibre entre les différentes factions. Louis, au contraire, a gouverné en s'appuyant sur un cercle restreint de favoris, s'aliénant progressivement l'ensemble de la noblesse. Cette erreur d'appréciation politique explique l'effondrement spectaculaire de l'empereur au champ du mensonge. Un souverain qui ne dispose plus de la confiance de ses élites ne peut survivre longtemps dans le système politique carolingien, fondé sur la fidélité personnelle et le consensus aristocratique. L'effondrement de l'empire carolingien sous Louis le Pieux a des conséquences qui dépassent largement le cadre de l'histoire dynastique. Cet événement marque en effet un tournant majeur dans l'histoire européenne et inaugure une nouvelle phase de l'évolution politique du continent. La première conséquence majeure concerne la géopolitique européenne. La disparition de l'empire unifié de Charlemagne met fin à l'hégémonie franque en Europe occidentale et centrale. Désormais, aucune puissance ne sera plus jamais en mesure d'unifier durablement l'ensemble de cet espace géographique. Les tentatives ultérieures d'unification européenne, qu'elles soient dans le fait de l'empereur Charles Quint, de Napoléon ou d'Hitler, se briseront toujours sur cette fragmentation fondamentale héritée du traité de Verdun. La seconde conséquence touche à l'évolution des structures politiques européennes. L'éclatement de l'empire carolingien accélère la féodalisation de l'Europe occidentale. Les guerres civiles incessantes du règne de Louis le Pieux ont affaibli l'autorité royale et renforcé le pouvoir des aristocraties locales. Les comtes et les ducs, habitués à naviguer entre des souverains rivaux, acquièrent une autonomie croissante qui préfigure le système féodal classique. Cette évolution vers la féodalisation s'accompagne d'un affaiblissement dramatique des capacités défensives de l'Occident chrétien. Les Red Vikings, qui se multiplient pendant le règne de Louis le Pieux, trouvent des royaumes divisés et affaiblis, incapables de coordonner leur résistance. Cette vulnérabilité militaire caractérisera l'Europe occidentale pendant tout le IXe siècle et contribuera à l'émergence du système castral. La troisième conséquence majeure concerne l'évolution culturelle et linguistique de l'Europe. Le serment de Strasbourg de 842 marque symboliquement la fin de l'unité linguistique carolingienne. L'émergence des langues vernaculaires dans les actes officiels traduit une réalité nouvelle. Les différentes parties de l'Ancien Empire développent désormais des identités culturelles distinctes qui ne feront que s'affirmer avec le temps. Cette diversification culturelle, qui aurait pu rester compatible avec l'unité politique sous un empereur fort, devient irréversible une fois l'Empire éclaté. Les futurs royaumes de France et de Germanie développeront des traditions politiques, juridiques et culturelles de plus en plus différenciées, rendant impossible toute réunification durable. Le destin de Louis le Pieux présente une ironie tragique qui n'échappait pas aux chroniqueurs de l'époque. Cet empereur, qui avait reçu le surnom de Pieux en raison de sa dévotion sincère et de ses réformes religieuses, est paradoxalement devenu l'homme qui a détruit l'œuvre de son père par ses défaillances morales et politiques. Cette contradiction apparente révèle en réalité un problème plus profond: l'inadéquation entre les vertus chrétiennes et les exigences du pouvoir politique. Louis le Pieux était sans doute un chrétien exemplaire, pieux, charitable et soucieux de justice.
Mais ces qualités, louables sur le plan personnel, ne suffisaient pas à gouverner un empire aussi vaste et complexe que celui hérité de Charlemagne. L'empire carolingien exigeait de son chef une autorité incontestable, une habileté politique consommée et une fermeté de caractère à toute épreuve. Louis le Pieux, trop sensible aux influences extérieures et trop soucieux de plaire à tous, ne possédait aucune de ces qualités essentielles. Sa piété même, qui l'amenait à se remettre constamment en question et à chercher l'expiation de ses fautes, sapait son autorité dans un monde où le prestige royal reposait sur l'infaillibilité apparente du souverain. L'épisode de la pénitence publique de 822, après la mort de Bernard d'Italie, illustre parfaitement cette contradiction. En confessant publiquement ses erreurs et en s'humiliant devant ses sujets, Louis pensait donner l'exemple de l'humilité chrétienne. En réalité, il détruisait le mythe de l'infaillibilité impériale sur lequel reposait tout l'édifice carolingien. Cette leçon tragique traverse les siècles et conserve toute sa pertinence. Les qualités qui font un bon homme ne sont pas nécessairement celles qui font un bon dirigeant. L'histoire politique est jalonnée d'exemples de souverains personnellement vertueux, mais politiquement désastreux, et inversement de dirigeants efficaces, mais moralement discutables. Pour comprendre pleinement la catastrophe carolingienne, il faut revenir sur le rôle central joué par Judith de Bavière dans la destruction de l'Empire. Cette femme d'exception, dotée d'une intelligence remarquable et d'une ambition sans limite, incarne parfaitement les dangers que peut représenter l'influence d'une personnalité forte sur un souverain faible. Judith n'était pas une simple épouse passive se contentant de donner des héritiers à son mari. Issue de la puissante famille des Welfs, elle apportait avec elle un réseau d'alliances et d'intérêts qui dépassait largement le cadre conjugal. Ses frères et ses alliés voyaient dans son mariage avec Louis le Pieux une opportunité historique d'accéder aux plus hautes sphères du pouvoir impérial. Dès la naissance de Charles le Chauve en 823, Judith développe une stratégie politique d'une redoutable efficacité. Elle comprend que l'Ordinatio Imperii de 817 constitue un obstacle majeur à l'ascension de son fils, et elle s'emploie méthodiquement à la faire réviser. Pour cela, elle s'appuie sur Bernard de Septimanie, un noble ambitieux qui devient rapidement son principal conseiller et, selon ses ennemis, son amant. Cette relation, qu'elle soit ou non adultérine, scandalise l'aristocratie franque traditionnelle. Dans une société où l'honneur familial revêt une importance capitale, les rumeurs d'adultère qui entourent l'impératrice portent atteinte au prestige de Louis le Pieux lui-même. Un empereur qui ne parvient pas à contrôler sa propre épouse peut-il prétendre gouverner un empire? Judith ne se contente pas de manœuvres d'alcôve. Elle développe une véritable politique de cour, distribuant les faveurs et les charges à ses partisans, créant progressivement un parti hostile au fils du premier lit. Cette factionnalisation de la cour impériale empoisonne l'atmosphère d'Aix-la-Chapelle et rend impossible toute réconciliation familiale durable. L'influence de Judith sur Louis le Pieux révèle également une faiblesse de caractère chez l'empereur qui contraste cruellement avec l'autorité de Charlemagne. Là où son père n'hésitait jamais à imposer sa volonté, Louis se laisse constamment influencer par les dernières personnes qu'il a vues. Cette versatilité, qui l'amène à prendre et reprendre sans cesse les mêmes décisions, détruit sa crédibilité politique. Pendant que l'empire carolingien se déchirait dans des guerres fratricides, une menace extérieure grandissait dans le nord, les Vikings scandinaves. Ces redoutables navigateurs et guerriers, attirés par les richesses de l'Occident chrétien, profitent habilement des divisions internes pour multiplier leurs raids dévastateurs. Le premier raid viking d'envergure sur les côtes franques date de 820, seulement 6 ans après la mort de Charlemagne. Cette coïncidence n'est pas fortuite. Les navigateurs scandinaves, parfaitement informés des événements politiques européens grâce à leurs réseaux commerciaux, ont rapidement compris que l'empire carolingien traversait une crise profonde qui offrait des opportunités inédites. Sous Charlemagne, la menace viking était contenue par un système défensif cohérent et une capacité de riposte immédiate. L'empereur disposait de flottes sur toutes les côtes de l'Empire et pouvait rapidement mobiliser des forces considérables pour repousser les incursions. Cette efficacité défensive dissuadait les Vikings de s'aventurer trop profondément en territoire franc. Tout change sous Louis le Pieux. Les guerres civiles absorbent l'essentiel des ressources militaires de l'Empire, laissant les côtes pratiquement sans défense.
Les flottes carolingiennes, négligées faute de crédit, tombent en décrépitude. Les garnisons côtières, privées de soldes régulières, se dispersent ou passent au service des seigneurs locaux. Cette déliquescence militaire ne passe pas inaperçue des chefs vikings. Dès 834, ils lancent des raids d'une ampleur inédite, remontant la Seine jusqu'aux portes de Paris et la Loire jusqu'à Orléans. Ces expéditions, menées par des chefs expérimentés comme Ragnar Lodbrok, rapportent des butins considérables et encouragent d'autres bandes à tenter leur chance. Le contraste avec l'époque de Charlemagne est saisissant. En 810, l'empereur avait personnellement dirigé une expédition punitive contre le roi danois Godfred, démontrant la capacité de riposte de l'Empire. 20 ans plus tard, Louis le Pieux est incapable de protéger ses propres sujets contre des bandes de quelques centaines d'hommes. Cette impuissance face aux Vikings révèle l'ampleur de la dégradation de l'appareil militaire carolingien. Un empire qui ne parvient plus à défendre ses frontières perd rapidement la confiance de ses populations et voit son autorité s'effriter. Les habitants des régions côtières, abandonnés par le pouvoir central, n'ont d'autre choix que de se tourner vers les seigneurs locaux pour assurer leur protection. Parallèlement à l'affaiblissement militaire, l'Empire carolingien connaît sous Louis le Pieux une désintégration progressive de son appareil administratif. Cette dégradation, moins spectaculaire que les guerres civiles, mais tout aussi destructrice, sape les fondements mêmes de l'État carolingien. Le système administratif mis en place par Charlemagne reposait sur un équilibre subtil entre centralisation et autonomie locale. Les comtes, représentants de l'empereur dans leur circonscription, jouissaient d'une large autonomie d'action tout en restant étroitement contrôlés par les missi dominici, ces inspecteurs impériaux qui parcouraient régulièrement l'Empire pour vérifier l'application des capitulaires royaux. Ce système exigeait pour fonctionner un empereur fort, capable d'arbitrer les conflits entre comtes et de maintenir la discipline administrative. Louis le Pieux, constamment préoccupé par ses querelles familiales, néglige progressivement cette fonction d'arbitrage suprême. Les comtes, livrés à eux-mêmes, commencent à gouverner leurs circonscriptions comme des principautés héréditaires. Cette évolution vers l'autonomisation des pouvoirs locaux s'accélère pendant les guerres civiles. Les comtes, confrontés à des ordres contradictoires émanant des différents prétendants au trône, prennent l'habitude de n'obéir qu'aux instructions qui servent leurs intérêts. Cette sélectivité dans l'obéissance brise la chaîne hiérarchique qui unissait le centre à la périphérie. L'institution des missi dominici, pilier du contrôle impérial, s'effrite également. Ces inspecteurs, nommés directement par l'empereur, perdent toute crédibilité quand celui-ci change d'avis au gré des réconciliations familiales. Comment des comtes peuvent-ils prendre au sérieux des instructions qui seront peut-être contredites le mois suivant? Cette paralysie administrative a des conséquences concrètes dramatiques. La justice impériale, rendue au nom de l'empereur par ses représentants locaux, perd toute cohérence. Les mêmes crimes sont punis différemment selon les régions et les circonstances politiques. Cette inégalité devant la loi sape la légitimité du système juridique carolingien. Le système fiscal carolingien, déjà fragile sous Charlemagne, s'effondre complètement sous Louis le Pieux. Les comtes, incertains de leur avenir politique, préfèrent conserver les revenus fiscaux plutôt que de les transmettre au trésor impérial. Cette rétention des ressources prive l'empereur des moyens financiers nécessaires pour maintenir son armée et son administration. L'Église joue un rôle ambigu dans la crise de l'Empire carolingien. D'un côté, elle subit les contre-coups des guerres civiles et voit son patrimoine menacé par l'instabilité politique. De l'autre, elle participe activement aux manœuvres dynastiques et contribue parfois à aggraver les tensions. Sous Charlemagne, l'Église franque avait trouvé un équilibre favorable avec le pouvoir impérial. L'empereur protégeait les biens ecclésiastiques et soutenait les réformes religieuses, tandis que le clergé légitimait l'ordre carolingien et fournissait une partie des cadres administratifs. Cette alliance du trône et de l'autel constituait l'un des piliers de la stabilité impériale. Louis le Pieux, malgré sa piété sincère, perturbe cet équilibre par ses initiatives maladroites. Sa volonté de moraliser l'Église en chassant les clercs mariés et en imposant une discipline monastique stricte suscite de nombreuses résistances dans le clergé séculier. Ces réformes, menées sans concertation suffisante,
crée des divisions internes qui affaiblissent l'institution ecclésiastique. Plus grave encore, Louis le Pieux implique directement l'Église dans ses querelles familiales. En 833, il obtient le soutien du pape Grégoire IV pour légitimer ses décisions concernant la succession, mais cette intervention pontificale dans les affaires dynastiques franques crée un précédent dangereux. Les fils de Louis n'hésitent pas, à leur tour, à solliciter l'appui de Rome contre leur père. Cette instrumentalisation de l'autorité religieuse à des fins politiques dégrade l'image de l'Église aux yeux des populations. Le spectacle d'évêques changeant d'allégeance au gré des circonstances politiques discrédite le message évangélique et alimente un anticléricalisme naissant dans certaines couches de la société. L'épisode du chant du mensonge illustre parfaitement cette corruption de la fonction religieuse. Les évêques qui accompagnent Louis le Pieux abandonnent massivement l'empereur pour se rallier à ses fils, non par conviction religieuse mais par calcul politique. Cette trahison collective du clergé porte un coup terrible au prestige de l'institution ecclésiastique. La pénitence forcée de Louis le Pieux au monastère de Saint-Médard constitue un autre exemple de l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Cette cérémonie, théoriquement destinée à purifier l'âme de l'empereur, sert en réalité à légitimer sa déposition. Les évêques qui y participent pervertissent le sacrement de pénitence pour servir les ambitions de Lothaire. Charles le Chauve, dont la naissance en 823 déclenche la catastrophe finale de l'Empire carolingien, incarne parfaitement l'ironie tragique de cette histoire. Cet enfant pour lequel sa mère Judith va détruire un empire se révélera finalement un souverain remarquable, capable de reconstituer un royaume puissant à partir des ruines de l'héritage paternel. La personnalité de Charles le Chauve contraste singulièrement avec celle de son père. Là où Louis le Pieux était faible et influençable, Charles se révèle énergique et déterminé. Il hérite de l'intelligence politique de sa mère Judith, mais sait l'utiliser de manière constructive plutôt que destructrice. Paradoxalement, les épreuves de sa jeunesse, marquées par les guerres civiles et l'instabilité permanente, forgent le caractère de Charles et lui donnent une expérience précoce des réalités du pouvoir. Contrairement à ses demi-frères, élevés dans la certitude de leur légitimité, Charles doit constamment lutter pour faire reconnaître ses droits. Cette lutte permanente développe chez lui des qualités que ne possédait pas son père. La méfiance envers les flatteurs, la capacité à décider rapidement, l'art de jouer des factions rivales sans se laisser dominer par aucune. Ces talents, acquis dans l'adversité, feront de lui l'un des souverains les plus habiles de son époque. Le royaume que Charles reçoit au traité de Verdun en 843, la future France, présente l'avantage d'une relative homogénéité territoriale et culturelle. Contrairement au royaume artificiel de Lothaire, la Francie occidentale possède une cohérence géographique qui facilite son administration et sa défense. Charles sait exploiter cet avantage pour reconstituer progressivement l'autorité royale. Il réorganise l'administration, restaure le système fiscal et parvient même à contenir partiellement les raids vikings. Son règne, qui dure 37 ans, contraste favorablement avec l'instabilité chronique qui avait caractérisé les dernières années de Louis le Pieux. Cette réussite de Charles le Chauve rend encore plus amère l'ironie du destin. Si Judith avait accepté l'ordinatio imperii de 817 et renoncé à ses ambitions pour son fils, l'Empire carolingien aurait peut-être survécu. Charles, devenu adulte, aurait pu servir loyalement ses demi-frères et contribuer au maintien de l'unité impériale. Au lieu de cela, l'ambition maternelle détruit un empire pour créer un simple royaume. L'effondrement de l'Empire carolingien sous Louis le Pieux offre de nombreuses leçons qui dépassent le cadre de l'histoire médiévale. Cette catastrophe politique illustre en effet plusieurs mécanismes universels de la décadence des États et des dynasties. La première leçon concerne l'importance cruciale de la personnalité du dirigeant dans les systèmes politiques personnalisés. L'Empire carolingien reposait entièrement sur l'autorité de l'empereur, sans institutions intermédiaires capables de suppléer aux défaillances du pouvoir central. Dans un tel système, la faiblesse du souverain entraîne automatiquement l'effondrement de l'ensemble. Cette vulnérabilité structurelle explique pourquoi tant d'empires et de royautés ont disparu à la mort d'un souverain faible, après avoir prospéré sous un dirigeant énergique. L'histoire offre de nombreux exemples de cette alternance entre grandeur et décadence au rythme des générations. L'empire d'Alexandre après sa mort,
l'Empire romain après Marc Aurèle, l'Empire ottoman après Soliman le Magnifique. La seconde leçon porte sur les dangers de l'innovation constitutionnelle mal maîtrisée. L'Ordinatio Imperii de 817, conçue pour résoudre les problèmes de succession carolingienne, les aggrave en réalité en créant des frustrations nouvelles. Cette loi fondamentale, révolutionnaire dans ses principes, se heurte aux habitudes mentales d'une société encore profondément marquée par les traditions germaniques. Cette inadéquation entre innovation juridique et mentalité collective constitue un piège récurrent de l'histoire politique. Les réformes les plus logiques, en théorie, échouent souvent en pratique parce qu'elles ne tiennent pas compte des résistances psychologiques et culturelles qu'elles suscitent. La troisième leçon concerne l'influence déterminante des femmes sur le pouvoir politique, même dans les sociétés officiellement masculines. Judith de Bavière, formellement exclue du pouvoir par son statut de femme, exerce en réalité une influence décisive sur les événements par sa domination sur Louis le Pieux. Cette situation illustre un phénomène historique récurrent: l'exercice informel du pouvoir par les femmes dans les sociétés qui leur en interdisent l'accès officiel. L'histoire abonde d'exemples d'impératrices, de reines et de favorites qui ont orienté la politique de leur époque tout en restant officiellement dans l'ombre. La quatrième leçon porte sur l'importance de l'unité familiale dans les dynasties dirigeantes. Les querelles entre Louis le Pieux et ses fils détruisent la légitimité même de la dynastie carolingienne aux yeux de ses sujets. Comment des populations pourraient-elles respecter une famille régnante qui ne parvient pas à maintenir la paix en son sein? Cette exigence d'exemplarité familiale pèse particulièrement lourd sur les dynasties héréditaires, où les conflits privés deviennent automatiquement des affaires d'État. L'histoire monarchique européenne offre de nombreux exemples de dynasties affaiblies ou détruites par leurs divisions internes. Pour mesurer l'ampleur de la catastrophe provoquée par Louis le Pieux, il convient de replacer l'Empire carolingien dans la longue durée de l'histoire européenne. Cette construction politique représentait en effet une tentative unique d'unification de l'Occident chrétien qui ne sera plus jamais égalée. L'Empire de Charlemagne constituait la première et dernière unification réussie de l'Europe occidentale et centrale. Aucune des tentatives ultérieures d'hégémonie européenne n'atteindra jamais l'ampleur et la stabilité de cette construction carolingienne. L'Empire de Charles Quint reste divisé entre ses composantes espagnoles et allemandes. L'Empire napoléonien, malgré son extension géographique considérable, ne survit pas à la défaite militaire de son créateur. Le Reich hitlérien s'effondre encore plus rapidement sous les coups de la coalition alliée. Cette singularité historique de l'Empire carolingien rend encore plus tragique sa destruction par Louis le Pieux. En brisant cette unité européenne, l'empereur Pieux ferme définitivement la voie à une évolution politique qui aurait pu changer le cours de l'histoire occidentale. L'Europe carolingienne offrait en effet un modèle original de civilisation qui combinait harmonieusement l'héritage antique, les apports germaniques et la foi chrétienne. Cette synthèse culturelle, élaborée dans les scriptoriums et les écoles palatines de l'Empire, constituait les prémices d'une identité européenne commune qui transcendait les particularismes locaux. La Renaissance carolingienne, avec ses réformes de l'enseignement et sa renaissance des lettres latines, préfigurait les grandes synthèses intellectuelles des siècles suivants. Si l'Empire avait survécu, l'Europe aurait peut-être connu plus tôt cette renaissance culturelle qui ne se produira finalement qu'au XIIe et XIIIe siècle, dans un contexte de division politique qui en limitera la portée. L'unité politique carolingienne aurait également facilité les grands mouvements d'expansion de la chrétienté occidentale. Les croisades, menées par des royaumes divisés et souvent rivaux, auraient pu être coordonnées par un empire unifié, disposant de moyens considérablement supérieurs. La Reconquista espagnole, l'expansion vers l'Europe centrale et orientale, l'évangélisation de la Scandinavie auraient pris une ampleur différente sous l'impulsion d'une autorité impériale unique. Cette perspective historique alternative rend plus amer encore le constat de l'échec de Louis le Pieux. En détruisant l'empire de son père, cet empereur bien intentionné mais incompétent ferme à l'Europe une voie de développement qui ne se rouvrira jamais plus. L'histoire retient généralement Louis le Pieux comme un souverain faible et influençable, incapable de maintenir l'héritage grandiose de son père Charlemagne. Cette image, pour exacte qu'elle soit, ne rend pas justice à l'ampleur historique de son échec.
Louis le Pieux n'est pas seulement l'empereur qui a détruit l'Empire carolingien, il est l'homme qui a changé le destin de l'Europe en fermant définitivement la voie de l'unité politique occidentale. Cette responsabilité historique dépasse de loin les simples querelles dynastiques du IXe siècle. En brisant l'œuvre de Charlemagne, Louis le Pieux inaugure une ère de division européenne qui se prolonge jusqu'à nos jours. Tous les conflits ultérieurs entre la France et l'Allemagne, toutes les tentatives avortées d'hégémonie continentale, toutes les tragédies des guerres européennes trouvent leur origine lointaine dans l'échec de cet empereur pieux mais incompétent. Le traité de Verdun de 843, qui partage définitivement l'héritage carolingien, constitue l'acte de naissance de l'Europe moderne avec ses divisions nationales et ses rivalités séculaires. Cette fragmentation politique, qui paraît naturelle aux Européens d'aujourd'hui, résulte en réalité de l'incapacité de Louis le Pieux à préserver l'unité impériale héritée de son père. L'ironie de l'histoire veut que cet empereur, animé des meilleures intentions religieuses et morales, ait causé plus de destruction par sa faiblesse que bien des tyrans par leur cruauté. Ces guerres civiles ont fait davantage de victimes que les campagnes conquérantes de Charlemagne. Ces erreurs politiques ont eu des conséquences plus durables que les exactions de bien des despotes. Cette leçon tragique traverse les siècles et conserve toute sa pertinence. Elle nous rappelle que les bonnes intentions ne suffisent pas à gouverner et que la faiblesse au sommet de l'État peut s'avérer plus destructrice que la tyrannie. Elle nous enseigne également que certains moments historiques ne se représentent jamais et que les occasions manquées peuvent avoir des conséquences irrémédiables pour des générations entières. Louis le Pieux restera dans l'histoire comme l'empereur qui détenait entre ses mains l'unité de l'Europe et qui l'a laissé s'échapper par faiblesse et par aveuglement. Son règne illustre parfaitement cette vérité amère. Il suffit parfois d'un seul homme pour détruire l'œuvre de plusieurs générations et changer le cours de l'histoire universelle.